Parce qu'un match de foot, c'est du sport avant toute chose. Oui. Ce n'est pas de la politique, William. Oui, je suis d'accord, mais c'est mieux si l'amour nous permet de remporter le match. C'est mieux dans ce sens-là. C'est toujours Quand mieux. on est français ou marocain, Voilà, c'est ça? que ce soit français ou marocain. Ensuite, après, la difficulté, moi je trouve que son témoignage était très intéressant, qu'il y avait à peu près 2 distorsions. Quand on parle de relations entre la France et le Maroc, même s'il y a eu un point de friction avec Emmanuel Macron, traditionnellement, la France et le Maroc s'entendent plutôt bien. Et la difficulté, c'est qu'il y a des gens en France qui exploitent une mauvaise relation et l'histoire des relations entre la France et le Maroc pour justifier en fait de foutre le bordel dans le pays. Mais ils utilisent un match de foot pour foutre le bordel. C'était le cas également lorsque le PSG gagnait la Ligue 1 ou gagnait des matchs de Ligue des Champions, ils venaient sur les Champs-Élysées pour piller la boutique du Paris Saint-Germain. Et c'est le cas à chaque représentation, à chaque victoire. Ils utilisent un élément sportif pour venir foutre le bordel. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas quel est le nombre. Mais là où je suis d'accord avec Gérard Lanvin, c'est que c'est vraisemblablement une minorité. Mais il est temps que les pouvoirs politiques s'occupent de cette minorité agissante qui est là pour pourrir la vie des gens. C'est considérable. Oui, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas contrôler. Parce que si on sait qu'on ne pouvait pas exclure une victoire du Maroc, par conséquent, les forces de l'ordre ou les renseignements intérieurs pouvaient prévoir ce qui allait se passer. Et à chaque fois, on dit toujours la même chose. Du moment où le Maroc joue, ou l'Algérie joue la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et a une chance probable de victoire, pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas les moyens nécessaires pour assurer la sécurité, notamment aux Champs-Élysées ou dans les points dits sensibles? On le fait à chaque fois le 31 décembre au soir. On a une liste à chaque fois, il y a une liste de produits à ne pas vendre, etc. parce qu'on sait que des voitures vont être brûlées. À partir du moment où on sait qu'il y a un risque, et du coup, il faut que le gouvernement et les autorités publiques réagissent en ce sens-là. C'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que des gens, lorsqu'une équipe gagne et qu'ils sont heureux, ils ont besoin de casser des choses. Je ne comprends pas le rapport, en fait. Quand vous gagnez, vous êtes heureux. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de manifester de la violence, de la colère, etc. Si leur équipe perdait, à la rigueur, je comprenne qu'ils cassent quelque chose. Ça peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils manifestent des cas de violence et ils cassent tout lorsque leur équipe gagne? Moi, je pense... C'est une minorité qui casse. Moi, je pense, en fait... Sur les 20 000 hier, il y a peut-être 5, 10%. Justement, on y arrive. Moi, je pense que ma théorie, c'est que ceux qui sont là pour casser s'en foutent en fait. Ils utilisent un événement sportif comme prétexte pour venir tout casser, pour venir piller, pour faire leurs courses aux Champs-Élysées, éventuellement casser quelques vitrines et faire leurs courses de Noël en amont. Et je pense que ceux-là, c'est un peu comme les Black Blocs, c'est-à-dire que ce sont les mêmes quand il y a une victoire du PSG, quand il y a une victoire du Maroc, quand il y a une victoire de l'Algérie, etc. Donc les services de police, les services de renseignement sont capables de les identifier avec les caméras de vidéosurveillance, les renseignements intérieurs, pour mettre ces personnes-là hors d'état de nuire. On a réussi pendant la crise sanitaire à confiner 66 millions de Français. On ne peut pas confiner 200 personnes qui viennent foutre la casse partout à chaque représentation sportive. Il faut juste un peu de courage et il faut que les représentants publics le fassent. Cela veut dire, William T., qu'il y a, selon Éric Zemmour, enfin je l'imagine, qu'il y a trop de Noirs en équipe de France? Moi, la première partie même sur quand on est d'origine, il faut supporter l'équipe de France, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'à chaque fois, il faut soutenir l'équipe de France parce que c'est le pays où vous choisissez d'habiter. Et donc, du coup, quand vous devenez français, vous soutenez la France globalement. Et ce n'est pas la France à la carte. Ce n'est pas vous choisissez ce qui vous plaît, les aides sociales d'un côté, après vous soutenez un autre truc de l'autre côté. Donc, vous soutenez la France. Sur la deuxième partie, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il sous-entend en fait que être français ou être sénégalais, c'est une question de couleur de peau. Et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et lui-même, en fait, si par cas il s'appliquait cette définition à lui-même, il ne serait pas français. Et donc, du coup, il devrait se regarder dans une glace en se posant la question, est-ce que moi, en disant ça, je colle à ce que moi je suis? Il est berbère, je crois, de confession juive. Et donc, du coup, il ne colle pas à l'idéal de ce qu'on appelle la France éternelle du général de Gaulle, en termes d'imaginaire collectif. Et pourtant, il est aussi français que vous et moi. Et donc, du coup, je pense que c'est là où il se trompe. Quand il dit que je pense que les Sénégalais, quand ils ont des Blancs, c'est pas leur souci. Leur souci, c'est d'avoir des bons joueurs de foot dans l'équipe du Sénégal et que leurs joueurs de foot, c'est capable de marquer et de leur faire gagner. Et je pense que nous, notre sujet, c'est le même. C'est pas on choisit les joueurs de l'équipe de France en fonction de leur couleur de peau, c'est en fonction de leur performance. Si le type est bon, on le fout. Si que ce soit blanc, jaune, arabe ou quoi que ce soit, on le fout dans la mesure où il est bon. Et je pense que là, Éric Zemmour dérive parce qu'il comprend mal ce que c'est que l'histoire de France et il essaie de confondre et il essaie d'importer. En fait, il se fait avoir par les guerres civilisationnelles américaines et lui-même se fait avoir comme les Américains sont fait avoir face aux wokistes et face au type de la cancel culture. Benjamin. Voilà ce que disait Alain Finkielkraut. William T., est-ce qu'on peut être francophobe? Est-ce qu'on peut parler de francophobie quand on supporte une équipe de football de son pays d'origine ou du pays de ses parents ou de ses grands-parents? Là, il aborde un point. Là, il aborde un point qui est intéressant. Et quand vous avez fait votre collège ou votre école primaire, votre école secondaire dans une banlieue et que votre collège était de secteur dans une cité, vous comprenez ce qu'ils disent.
Ce qui se passe, c'est que vis-à-vis d'une jeune population d'origine immigrée d'Afrique Maghreb ou Afrique subsaharienne, ils sont élevés, ils sont construits dans l'anti-France. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui de plus en plus tiennent des discours anti-France. Moi, ça m'est arrivé lorsque, par exemple, vous soutenez la France, vous portez un maillot de l'équipe de France, etc. Vous êtes interpellé à côté d'un tram, etc., en vous disant t'es un traître, etc., parce que tu soutiens la France et donc du coup, t'es un vendu. Et quand on a des amis noirs qui font la même chose que nous, eh ben, ils disent que ce sont des bounties, c'est-à-dire qu'ils sont noirs à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Et ça, tout le monde est capable de vous le dire. Ça veut dire qu'il y a une grande partie auprès de la deuxième, troisième, quatrième génération de Français venus de l'immigration d'Afrique subsaharienne et du Maghreb qui sont construits dans l'Anti-France. Et donc, du coup, qui utilisent les victoires du Maroc ou les matchs de foot ou toutes les fins qui peuvent être, comme l'a appelé Benjamin Cauchy, une sorte de cheval de Troie, pour en fait manifester leur haine de la France. Je ne sais pas en quelle proportion c'est, mais ça existe véritablement. Et toutes les personnes qui soient parents d'élèves, qui ont été élèves dans un collège de secteur à côté d'une cité, sont capables de vous tenir exactement le même discours. Donc, quelle est l'autorité aujourd'hui qui peut influencer ces jeunes? Mais non, c'est nous. Attends, je sais, William. C'est pas très loin, c'est oui, révisé, je suis d'accord. Les parents, c'est plus possible, on s'est bien rendu compte. Donc après, en effet, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et il faut un taulier, comme disait Jean-Marie Lanvin. Quand tu viens de l'immigration, tu vois la différence culturelle. Moi, je parle de mes parents, et eux, c'est pareil, parce que j'ai grandi avec eux. Ils viennent, ou leurs parents viennent d'un pays qui est très autoritaire, et tu débarques dans un pays laxiste. Et donc, forcément, tu prends ton aise, et tu es dans un club med. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense que tout le monde le sait. Tous ceux qui ont grandi dans une cité... vous le diront la même chose. Ensuite, après, les parents, ils ne peuvent pas s'en occuper parce qu'ils ont des familles qui sont très nombreuses. Souvent, ils cumulent 1 ou 2 emplois et en fait, ils ne s'en occupent pas. Ils délèguent ça aux grands frères ou sinon, ils sont délégués au type de la cité. Et donc, le type de la cité, forcément, il l'utilise pour son business à lui plutôt que les éduquer dans le bon sens. Et ça se passe comme ça, c'est tout. Alors, la réaction de William T. sur ce sujet et sur la responsabilité, c'est un mot qui est peut-être un peu fort, mais la responsabilité des maires dans ce genre d'affaires dont on est en train de parler, qui est un drame. Un homme est mort, rappelons-le. On a toujours le même sujet. Quand on est à Paris, Anne Hidalgo dit que c'est la faute de Gérald Darmanin. Quand on est à Lyon, Grégory Doucet dit que c'est la faute de Gérald Darmanin, etc. Et si par cas, les gens prenaient leurs propres responsabilités, moi je suis d'accord avec Jean-Christophe Couy. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir donner qui est responsable ou pas. Quand vous prenez les acteurs locaux, pourquoi est-ce que l'État a fait baisser ce que Ludovic Toro appelle la dotation globale de fonctionnement? C'est parce qu'ils ont fait exploser la masse salariale. Alors que la population française a augmenté de 2 ou 3 millions d'habitants, eux, les collectivités territoriales, toutes confondues, ont embauché plus d'1 million de fonctionnaires en 20 ans. Donc, 1 million de fonctionnaires, qu'est-ce que vous voulez en faire de ce million de fonctionnaires? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, après, ils ont toujours la même chose. Ça veut dire qu'en fait, si par cas, ils demandent de l'argent à l'État, c'est qui va payer? C'est-à-dire que c'est les autres habitants. C'est-à-dire que c'est vous. C'est vous qui allez payer pour leur ville à eux. Et c'est pas aux Français de payer pour leur ville à eux. Et il y a un troisième élément sur lequel je joue. Quand ils disent il faut augmenter les moyens des mairies, je pense que c'est à eux de mettre en place des politiques attractives pour faire en sorte qu'ils aient plus de recettes, tout simplement. C'est pas à l'État de le faire. Benjamin Cauchy, donc choisir un nouveau visage que vont devoir faire les adhérents des Républicains, sans savoir encore d'ailleurs si ce nouveau visage, William T, va accompagner une renaissance ou un délitement du parti. Il y a des incertitudes. Tout dépend de la stratégie. Vous avez 3 types de stratégies pour sauver les Républicains, ou en tout cas pour essayer de reconstruire quelque chose. La première, c'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy, c'est de faire alliance avec Macron. Au moins, vous avez un Premier ministre de droite, Macron ne se représente pas, vous prenez la succession de Macron et vous captez l'électorat de Macron en vue de mener la suite de Macron et vous revenez à ce qu'on appelait à l'époque l'UMP sous l'égide d'Alain Juppé. La deuxième stratégie, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy encore lui-même en 2007, c'est d'aller plumer la volaille du Front National et d'aller à droite toute pour aller récupérer les électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Donc là, vous faites un tournant complet, vous dites Macron c'est le mal absolu, c'est le président le plus nul de l'histoire et donc du coup, on va mener une politique complètement différente de ce qu'a mené Emmanuel Macron. Et après, vous avez la troisième stratégie, qui est la plus nulle, et c'est celle qu'ils empruntent en fait actuellement. C'est-à-dire que vous mettez au milieu, vous choisissez aucun des deux camps, et en fait, vous plumez la volaille des deux côtés. C'est ce qui s'est passé pour Valérie Pécresse, qui a perdu des voix d'un côté chez Zemmour et Le Pen, et l'autre côté chez Macron, parce qu'en fait, vous choisissez aucun des camps, et les électeurs partent des deux côtés quand vous n'êtes pas assez fort. Ça fait 4,78 à la présidentielle. Ça fait 4,78. Et en fait, moi, j'appelle ça la théorie Modem. C'était à l'époque... LR est dans le même piège que François Bayrou à l'époque entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Vous êtes au centre, vous n'avez aucun des deux camps avec une polarisation qui est instaurée par la Ve République. Et tant que vous ne choisissez pas un camp, vous êtes en incapacité totale de vous reconstruire. Et je pense que les sujets essentiels, c'est celui-là, c'est celui de la stratégie. Et le deuxième sujet clé, c'est celui de l'incarnation. C'est-à-dire que lorsque vous regardiez, on a fait ça nous, au niveau du think tank il y a quelque temps, vous regardiez à l'époque le grand RPR, vous aviez des débats entre Balladur, Jacques Chirac, Philippe Séguin, Charles Pasqua, avec un art oratoire incroyable, une vision, une connaissance des sujets fantastiques. Même lors de la primaire de 2016, vous aviez François Fillon,
Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et là, vous regardiez le dernier congrès, vous regardez les types qui étaient là, et vous dites qu'est-ce qui s'est passé. C'est le symbole. Il n'y a plus de personnalité politique forte. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut. Je pense que le meilleur, celui qui a le plus de capacité dans tout ça, c'est Laurent Wauquiez. Il faut surtout, chez eux, faire émerger de nouveaux talents parce que ce n'est pas avec l'effectif actuel que vous allez gagner. C'est comme si, on parlait tout à l'heure du foot, c'est comme si votre effectif, vous aviez un seul talent et que des plots à côté. Et ben, il vous faut des joueurs de complément pour soutenir la star et c'est ce qui leur manque en plus d'une stratégie. Ce n'est pas le cas de l'équipe de France. C'est intéressant. Mais il va faire de la chasse à l'usine, méfiez-vous. Non mais c'est intéressant. Il y a plus grand monde. Moi, je peux vous balancer des scoops. Au sein du Parti Socialiste et au sein des Républicains, vous avez des maires, des présidents de région qui font tout pour que leurs candidats se coulent à l'élection nationale pour préserver leur siège. Parce qu'en fait, si leur parti serait au pouvoir, ils auraient plus de chances de perdre les élections locales. C'était le syndrome de François Hollande en 2014 aux élections municipales. Donc ce que dit Ludovic Toro, c'est l'apparence point fort de LR fait en sorte que, en fait, à chaque fois que vous avez un candidat de LR, et ben, tous les types lui tirent dessus. C'était le cas de Valérie Pécresse, c'était le cas de François Fillon aussi. Parce qu'ils se disent, si par cas on est élu sur ce programme réformateur, libéral, etc., on va se prendre une tôle aux élections locales. Donc il faut surtout qu'ils ne gagnent pas. Et donc ce qui a fait la force de LR est en train de les couler. Et je pense que le sujet essentiel pour LR, c'est qu'en fait, ils sont devenus un parti girondin, UDF-isant. Alors que le sujet pour eux, c'est de devenir le parti national, populaire, bonapartiste qu'ils étaient à l'époque du RPR, de Sarkozy, de Jacques Chirac, etc. Et tant qu'ils ne retrouveront pas ça, ils peuvent dire adieu au pouvoir national, hormis s'ils font coalition avec Macron. Dernier sujet, peut-on y voir, William T, une stratégie de vouloir faire disparaître la pratique de la chasse, de la tradition également. Et il y a peut-être une comparaison à faire avec le débat qu'on avait sur la corrida il y a quelques semaines maintenant. Il n'y a pas que la chasse, il y a ce que vous avez dit et ce que Benjamin Cauchy a dit aussi. Il y a tout l'ensemble des traditions et ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui incarne le monde rural. En fait, c'est un clivage entre monde métropolitain et monde rural. C'est en fait, et c'est ce qui s'est passé également lors de la crise des Gilets jaunes, c'est que vous avez une partie des élites françaises qui veulent appliquer et dupliquer le mode de vie qu'ils ont dans les grandes métropoles, dans le monde rural. Seulement, ce qui se passe, c'est que le monde rural, on ne veut pas. Et donc, du coup, il vient se révolter. Et il vient se révolter dans des ronds-points, et puis plus si largement. Parce qu'en fait, ce mode de vie est minoritaire. Il correspond à un ensemble de bobos parisiens, en gros de Saint-Germain-des-Prés. Et on ne peut pas dupliquer ce modèle de vie. Et ce qui est amusant, c'est qu'eux prônent la compréhension, le vivre ensemble, etc. Mais ils exècrent tout ce qui est différent d'eux. Et c'est là le point essentiel. Je pense que moi, je n'ai pas d'idée particulière sur la question de la chasse. Je ne sais pas s'il faut maintenir ou pas, s'il faut encadrer. Je pense que ça se défend, les deux points de vue se défendent. Je pense que par contre, ce qui est essentiel, c'est que si on veut garder ce qui fait la France et ce qui fait la spécificité française, c'est que la France est multiple, elle a différents horizons. On ne peut pas avoir uniquement la France des métropoles, la France périphérique et la France des territoires ruraux. Je pense qu'il faut garder tout cet ensemble et faire en sorte que chacun se sente maître chez soi et puisse vivre en parfaite harmonie. Donc des réactions partagées, c'est vrai. William T, y a-t-il des raisons d'être inquiet? Apparemment, ce centre de migrants serait à côté d'une école aussi, ce qui pourrait inquiéter certaines personnes au sein de la population. Mais en même temps, cela permet aussi d'éviter les camps sauvages, comme on en avait vu un dans le 18e arrondissement de Paris, pour accueillir les migrants. Je pense que c'est toujours le même sujet. Personne n'en veut. Oui. Personne n'en veut, c'est comme les salles de shoot. On peut toujours se poser la question, pourquoi sont-ils là? Comment ont-ils passé la frontière? C'est vrai, mais une fois qu'ils sont là, que fait-on? Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé de construire un centre. On ne va pas les foutre n'importe où. La France a quand même une tradition. La difficulté, c'est comme les éoliennes, c'est comme les salles de shoot. Personne n'en veut, donc évidemment, chacun va essayer de se refiler la patate. Moi, je pense que le point essentiel, c'est pas celui-ci. C'est comment on a fait en sorte qu'ils arrivent sur le territoire français. Et je pense que le sujet essentiel, c'est une fois qu'on s'est occupé de ces personnes-là, qu'on a construit des centres de migrants, etc., c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de construction de nouveaux centres de migrants. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de construire ce que j'appelle, moi, des hotspots. Ça veut dire que vous mettez un principe qui est clair. Si vous venez sur le territoire français, vous avez le droit ni au titre de séjour, ni à la naturalisation. Et vous êtes obligé de passer soit par une ambassade à l'étranger, quand le pays est dit sûr, soit vous allez dans un pays à proximité. Comme ça nous évite d'avoir des points comme à Calais, etc., et de délocaliser la question de la gestion des centres de migrants. Parce que pourquoi? Parce que personne n'en veut, tout simplement. Aujourd'hui, je dis, les gens savent que la plupart des migrants, une grande majorité, essayent de bien se comporter. Et comme vous avez une minorité qui vient foutre le bordel, eh ben, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur dégradation de conditions de vie et pour la tranquillité du quotidien. Et donc, du coup, personne n'en veut parce que tout le monde a peur que ça ressemble à un nouveau Porte de la Chapelle, etc. Et ça